Alors bienvenue, j'espère que vous avez pu profiter de la pause et j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants. Stefano Milani, qui vient de l'Association des médecins pour la médecine anthroposophique, Rolf Heine. Vous voyez le poster à l'extérieur de voir comme ce système d'académie pour infirmières est étendu dans le monde. Et nous avons ensuite Stéphane. Stéphane, bonjour. Directeur de l'Association des patients et citoyens. Et nous sommes impatients de vous entendre parler de la médecine intégrative et de la médecine anthroposophique. Merci beaucoup donc à vous trois d'être venus jusqu'à nous. Merci Michaela. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais revenir un petit peu aux intervenants précédents parce que je crois que ce qu'ils ont dit a à voir avec la médecine anthroposophique aussi. Nous parlons des initiatives de base. Je pense qu'il faut retrouver la confiance dans l'être humain si nous voulons avancer avec ce type de mouvement. Donc il faut retrouver la confiance. Et quand j'écoutais les intervenants précédents, on parlait beaucoup de l'individu dans l'éducation, la valeur de l'individu. Et avec la médecine anthroposophique, c'est exactement la même direction. Voilà donc ma présentation très brièvement et pour respecter le temps qui m'est imparti. Alors je crois que vous me connaissez déjà, mais peut-être que tout le monde ne me connaît pas encore. Donc je vais vous parler un petit peu de la médecine anthroposophique. Quel est notre plaidoyer et ce qu'est la médecine intégrative au niveau mondial et européen. Et après, si on a encore un petit peu de temps, je vous expliquerai un petit peu comment je mets en pratique tout cela dans mon métier, dans ma fonction donc de dentiste. Donc on est basé sur la médecine, mais en étend la connaissance dans d'autres domaines comme l'âme, les sentiments, et nous pensons que l'âme, ce n'est pas un concept biomédical, mais au niveau de l'âme, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Et donc, nous travaillons aussi sur cette théorie et nous n'avons pas peur de parler aussi de l'esprit. Dans notre code éthique en Italie, mais ça se retrouve aussi dans les codes éthiques des médecins ailleurs, on dit que les médecins doivent aussi apporter un soulagement à l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi? Eh bien, avec notre médecine, nous travaillons sur l'esprit. Nous pensons que l'être humain est constitué d'une partie physique, mais il y a aussi l'âme et l'esprit, et ils sont en évolution. Et c'est fondamental pour nous, parce qu'avec toute l'évolution de l'être humain, il y a aussi l'évolution de l'âme, ce qui est important pour la guérison de ce qui se passe dans le monde. Alors nous nous tournons dans cette direction et comme ça, nous pouvons arriver à un niveau plus élevé de ce qu'est l'être humain. Donc c'est un
une façon scientifique de travailler. Il y a par exemple un livre de Peter Royce qui explique comment voir ces choses de façon scientifique et comment ça fonctionne. Vous connaissez peut-être déjà les différents niveaux de force. Il y a le niveau physique, ensuite les forces dirigeantes qui font par exemple qu'une petite graine devienne un arbre. Et puis on arrive au niveau des yeux. Et quand il y a une maladie, c'est qu'il y a un déséquilibre entre toutes ces forces. Et pour retrouver la santé, il faut trouver le rééquilibrage des forces. Quand il y a un déséquilibre, il faut trouver une façon de rééquilibrer ces patients. L'être humain est en évolution constante. Tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un a une signification, et même la maladie a une signification, peut-être douloureuse, mais nous, on cherche la signification, et avec ce système de médecine anthroposophique, on essaie d'avoir un système qui examine le patient comme étant au centre du système de soins. Et donc, on essaie de voir ce qui, dans la vie du patient, a pu provoquer ces maladies. Tout a commencé dans les années 1920 avec Steiner et Dagman. Vous voyez une image de M. Bergman à sa clinique. Maintenant, nous sommes un mouvement mondial avec des publications. Alors, ici, c'est ma deuxième image qui vous explique ce que l'on fait au niveau mondial. La Fédération internationale des associations de médecine anthroposophique, et l'idée, c'est de pouvoir inscrire dans un cadre juridique notre médecine. Nous avons des membres partout dans le monde. Ce sont des associations nationales qui représentent les 5 continents. Nous avons un conseil d'administration et nous avons un bureau central aussi. Nous avons aussi notre stratégie. L'idée principale, c'est d'être visible partout dans le monde, et c'est important parce que souvent les informations sont biaisées, ne sont pas correctes par rapport à notre médecine, et nous devons donc corriger et être plus visibles. Nous voulons également des soins de santé pérennes, durables, et nous travaillons aussi donc pour aider les communautés. Nous avons obtenu que l'OMS reconnaisse notre haut niveau de formation en médecine. Mais ce n'est pas uniquement pour les médecins, c'est aussi pour tout le reste de leur système. C'est une reconnaissance très importante qui a été utilisée pour être mieux reconnue de par le monde. En tant que IVAA, nous participons aussi à la coalition TCIH, où on demande des signataires de signer une déclaration qui fait le respect, qui impose le respect entre la médecine conventionnelle et la médecine anthroposophique. Nous avons à peu près 300 associations de patients, des associations scientifiques qui sont signataires. Il y a eu l'inauguration du Centre international de recherche sur la médecine anthroposophique qui a vu le jour, donc, et là, nous travaillons pour les 10 ans à venir avec une stratégie pour réunir la médecine anthroposophique et la médecine conventionnelle, et nous faisons le plaidoyer au niveau national, au niveau des différents pays. Et
CAM, ça c'est une organisation ici à Bruxelles où nous faisons du plaidoyer au niveau européen avec des actions au niveau des stratégies pharmaceutiques. Par exemple, demain, vous pouvez nous contacter, par exemple, dans le domaine de la santé mentale. Alors, je vois que j'ai déjà débordé le temps qui m'était imparti et je vais donc passer la parole. Alors oui, la question c'était comment la médecine anthroposophique peut changer la vie d'un dentiste. Alors, les antibiotiques, c'est très important dans la vie d'un dentiste, mais il faut les utiliser uniquement quand c'est strictement nécessaire. Et vous voyez du silicate et du quartz, et ça fait vraiment la différence chaque jour dans mon cabinet. Par exemple, j'ai pu opérer une femme il y a 1 mois. Elle avait un abcès péridental et elle a demandé de ne pas utiliser l'anesthésie et de ne pas utiliser d'antibiotiques si possible. Alors j'ai dit oui. Donc j'ai utilisé ces deux-là et il y a une cicatrisation parfaite chez la patiente. Et je crois que si nous avions les connaissances exactes de ce que toutes ces choses pouvaient nous apporter, on pourrait aussi les apporter à la médecine conventionnelle et ça nous permettrait de faire face à tous les problèmes que l'on connaît dans nos pratiques médicales actuelles. Armin a parlé de Hannah Hagen, qui était son sujet préféré, c'était le sujet du diable. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les gens pensaient que Hitler ou d'autres, c'était le diable incarné. Mais elle a dit non. C'est le diable au quotidien que nous devons affronter. Il y a... Avant cela, Steiner avait commencé ses conférences sur le chemin intérieur, le développement intérieur des docteurs et des autres professionnels de la santé avec une question: comment trouver le bien? Et ça, c'est la tâche de tous les professionnels de la guérison. La question n'est pas tellement de se débarrasser d'une maladie, mais plutôt de trouver une solution pour ceux qui ont besoin d'une solution dans leur vie, même si ça peut être effectivement une maladie à surmonter. Alors, je vais parler des soins de santé. Tout le monde sait ce que c'est, le soin. Et ça n'est pas propre aux professionnels de santé uniquement. Ça touche tout un chacun dans sa vie au quotidien. Mais j'aimerais vous donner un aperçu de comment les soins aujourd'hui se font à l'hôpital. Vous ne pouvez pas imaginer, même si vous avez été à l'hôpital en tant que patient, vous avez peut-être eu l'expérience que oui, il y avait une gentille infirmière, quelqu'un qui a eu un petit peu de temps pour vous. Mais il y avait un film qui est sorti en février de cette année-ci au Berlinade et qui s'appelle Late Shift. Donc en allemand, ça veut dire le héros. Et si vous voulez avoir un aperçu de ce que sont les soins, pas uniquement en Allemagne, en France,
en Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et même en Suisse, qui est toujours considéré pour un paradis pour les soignants, en tout cas du point de vue allemand, eh bien, dans ce film, qui a été réalisé dans un hôpital suisse, là, c'est un petit peu comme le boléro de Maurice Ravel. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça commence très très lentement et ça s'accélère de plus en plus, de façon assez dramatique. Et à la fin, il y a une exaltation finale. Et je pense que vous aimeriez ce film. Vous pouvez le regarder au cinéma ou peut-être vous pouvez le regarder sur une autre plateforme. Et ça, c'est vraiment la façon de voir les soins. Les soins dans l'histoire, c'est pas si vieux que cela. Il y a toujours eu un manque de soins pour les gens qui étaient dans le besoin. Et la structure des hôpitaux et même anthroposophique, c'est une structure qui n'est pas, où il n'est pas facile de donner du temps, qui est en fait le point essentiel pour le patient. Pour être un patient, vous avez besoin de temps. En tant que patient, vous avez besoin de temps pour vous soigner. Vous avez besoin de l'attention de quelqu'un qui va vous écouter. Et les soins anthroposophiques peuvent offrir cela. Ou ça peut aussi aider les infirmières à se former. Et comment créer du temps. On peut créer le temps ou du temps grâce à la conscience du patient, mais aussi en ayant confiance, en ayant conscience des objets qu'on utilise, des remèdes qu'on utilise. Et ça, c'est un des outils des soins anthroposophiques. C'est ce qu'on appelle les applications externes. Dans les soins du corps, on utilise l'eau et la qualité soulageante de l'eau, le bien-être pour le patient, le fait que le patient se sent invité à partager des choses dans cet environnement. Il faut utiliser aussi l'air environnant, avoir de l'air en dessous de nos ailes. Donc, utiliser tous ces instruments qui peuvent vraiment faire la différence, même dans la rapidité de la vie quotidienne d'un hôpital. Si nous sommes conscients de dans quelle situation on peut l'appliquer, alors à ce moment-là, ça ne fait plus partie du système. Et ça nous permet, nous-mêmes, d'utiliser ces choses. Je vous donnerai un exemple d'une initiative dans le Baden-Württemberg, c'est un des Länder en Allemagne. Il y a une connexion entre l'hôpital anthroposophique, mais aussi l'hôpital qui veut faire de la médecine intégrative et donc des soins intégratifs. Et dans cet hôpital, qui est un hôpital, on voudrait que dans les hôpitaux universitaires, les hôpitaux publics, dans tous les hôpitaux, il y ait qu'on sème comme des petites graines de la médecine intégrative qui va inclure l'approche curative de la méthode de la médecine traditionnelle, mais aussi anthroposophique, et tout cela pour le patient. Ce qui est important dans les soins, c'est que les infirmières et les docteurs travaillent ensemble et que cette médecine intégrative
sera là uniquement si tous les professionnels se soutiennent les uns les autres. On l'a entendu du côté agricole, que la culture de l'amour dans l'économie, c'est l'amour dont nous avons besoin en tant que communauté. Et ça, c'est le cas des gens qui travaillent ensemble à l'hôpital. Et dernier point que je voulais vous mentionner, quelque chose qui montre que le bien est possible. C'est une initiative que j'ai visitée il y a 2 jours en France. En France, vous le savez, c'est très difficile de parler d'anthroposophie parce que c'est considéré comme secte. Et là, il y a une communauté d'infirmières qui travaillent de façon bénévole et beaucoup d'infirmières qui se retrouvent autour de cet endroit et qui viennent de façon bénévole pour donner 500 traitements par an comme un geste solidaire aux prisonniers, aux réfugiés, aux personnes porteuses de handicap qui ne peuvent pas se permettre ce genre de thérapie. Et donc, le but n'est pas nécessairement la guérison. Alors, pour les infirmières, la tâche n'est pas de surmonter la maladie, mais bien de créer la possibilité que la guérison arrive. Et donc de créer l'environnement, la nature, le toucher, la chaleur. Et donc cette maison-là s'appelle la maison des soins de chaleur. Et donc, j'aimerais, partout où nous travaillons dans le domaine médical, j'aimerais qu'on puisse créer des espaces, des endroits de chaleur où l'approche individuelle serait de guérir, de faire en sorte que la guérison devienne possible en reconnaissant l'individu. Les soins infirmiers permettent de surmonter, et des personnes qui sont malades peuvent expérimenter, avoir des expériences de guérison et de retourner vers la santé. Mais d'autres vont arriver à la mort en fonction de leur destin et de leur biographie. Mais au moins, ils auront eu l'expérience d'avoir été sur Terre, d'être passés par la maladie. Et ce sera aussi une expérience pertinente pour leur vie. Merci. Merci beaucoup. Alors pour faire court, je travaille dans la pédiatrie. Et qu'est-ce que je fais avec les patients? Eh bien, lorsque j'ai eu 50 ans, je me suis dit que je savais tout sur les patients. Mais on m'a mis en charge d'une nouvelle organisation. Je devais prendre en charge les patients, m'occuper d'eux. Et je me suis demandé comment je pouvais le faire. Eh bien je me suis dit, c'est facile, tu fais ça depuis des années. Le patient est devant toi, tu t'occupes du patient. Mais d'un point de vue pratique, en fait, je n'en sais pas grand-chose sur la perspective des patients eux-mêmes. Et lorsque j'ai commencé à travailler dans notre ONG à Berlin et que j'ai dû m'occuper de patients dans le cadre de la médecine anthroposophique, eh bien, nous avons créé un questionnaire et nous avons demandé à nos membres ce qu'ils pensaient de tout cela. On leur a demandé de nous raconter leur histoire médicale. Et ça a été très intéressant pour moi de découvrir leurs historiques, leurs histoires de leur point de vue. Et leurs histoires étaient très différentes de ce que moi j'imaginais, de ma perspective, puisque j'avais leur point de vue à eux.
Donc la perspective a changé. Pourquoi? Eh bien parce que les patients, les citoyens, les citoyens ont une autre perspective de la santé que celle des médecins. Alors je me suis rendu compte que je ne savais presque rien sur la santé en fait. Je n'ai rien appris sur la santé à l'université. Et même en tant que nouveau médecin anthroposophique, j'ai eu cette sensation qu'il fallait réellement passer par la perspective du patient. Et Steiner, on en a parlé aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, il l'avait déjà dit. Il avait dit nous devons démocratiser la santé et le système. Il l'avait dit déjà il y a 100 ans. Imaginez-vous, il avait déjà vu les patients comme des égaux au personnel de santé. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que ça veut dire de mettre les patients sur un pied d'égalité avec le personnel soignant? Eh bien, pour moi, c'est la question la plus difficile. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas trop parler des patients, je préfère parler de citoyens. Et dans l'organisation dans laquelle je travaille, c'est l'EFPAM, la Fédération européenne des associations de patients pour la médecine anthroposophique. On parle de patients, mais moi je préfère parler de citoyens. Parce qu'il s'agit de citoyens au fond, il s'agit de ce qu'on doit créer en Europe. On doit créer des mouvements qui nous permettent de développer un système de santé en collaboration avec les citoyens. Puisque ces systèmes de santé, ces systèmes sociaux tels qu'on les a construits ces dernières années, ils sont faits pour les gens et pas avec les gens. Et aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ne se sentent pas inclus, ne se sentent pas vus par le personnel soignant. Ils veulent être vus, être inclus, mais dans le système actuel, ils ne sont pas en mesure d'apporter leur perspective parce qu'il n'y a pas le temps. Alors je pense que particulièrement au niveau européen, nous avons besoin de cadres qui donnent plus d'autonomie aux citoyens, aux patients pour créer une collaboration dans les soins de santé. C'est réellement quelque chose que j'aimerais mettre en place et on a eu récemment une grande campagne pour l'homéopathie en Allemagne. Et nous avons réussi à obtenir 200 000 signatures pour le Bundestag allemand pour empêcher le gouvernement allemand d'abolir l'homéopathie en Allemagne. Donc on fait des choses, on peut essayer des choses, on peut essayer. On n'a pas besoin de mouvements contre le gouvernement, on a besoin de mouvements qui sont engagés dans le système. Et c'est ça que j'essaye de mettre en place également d'un point de vue anthroposophique, puisque ça fait maintenant partie de notre ADN, de développer des systèmes du bas vers le haut et plus du haut vers le bas. Alors vous avez vu combien d'organisations étaient impliquées dans la médecine anthroposophique. Moi je ne vais pas vous en parler davantage. Je préfère garder un petit peu de temps pour écouter vos questions et vos remarques si c'est le cas. Donc je vais clôturer ici et nous allons répondre à vos questions.